Bonjour et bienvenue dans Décryptage. Ce lundi 29 décembre 2025, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Somaliland pour célébrer sa reconnaissance par Israël, tandis qu'à Mogadiscio, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a dénoncé ce qu'il qualifie de menace pour la sécurité et la stabilité de la Corne de l'Afrique. L'État hébreu avait annoncé vendredi dernier reconnaître officiellement le Somaliland, une décision inédite concernant une république autoproclamée qui s'est séparée de la Somalie en 1991. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Quel territoire appelle-t-on le Somaliland et en quoi son statut diffère de celui de la Somalie reconnue internationalement? En fait, quand on parle de Somaliland, il faut revenir à la période coloniale, puisque de façon générale, à chaque fois que nous avons des problèmes de frontières, la colonisation n'est pas loin. Pendant la période coloniale, ce qu'on appelle Somaliland actuellement était une colonie britannique. Ce qu'on appelle Somalie présentement était plutôt une colonie italienne. Donc ça pose bien sûr un problème. Vous avez une gestion ici par la colonisation britannique, une gestion là-bas par la colonisation italienne. Au moment des indépendances, le Somaliland a déclaré son indépendance en bonne et due forme. Le pays a commencé même à être reconnu par un certain nombre de pays. La Somalie a fait de même. 5 jours après sa déclaration de l'indépendance, le Somaliland s'est engagé à cheminer désormais avec la partie somalienne qui était sous colonisation britannique pour créer une Somalie beaucoup plus grande. Donc c'est ça qui a donné naissance à la Somalie qu'on a connue jusqu'en 1991, où ceux de la Somaliland considèrent que dans ce cheminement, ils n'ont rien gagné. Le pouvoir est resté à Mogadiscio. Les gens du Nord font même l'objet en quelque sorte, j'allais dire, de rejet par rapport aux positions du pouvoir, par rapport aux postes de responsabilité. En termes également de développement, on s'occupe plus de Mogadiscio que de la partie nord qu'on a appelée Somaliland. Raison pour laquelle, en 91, dans un moment de chaos, parce que le pays était dans le chaos, le Somaliland en a profité et ils n'ont pas dit nous réclamons une indépendance. Ils n'ont pas posé le problème en termes de nous voulons notre indépendance, nous reprenons notre indépendance. Non, ils ont dit clairement c'est nous qui avions accepté de façon volontaire d'intégrer la Somalie. Nous prenons la décision contraire, c'est-à-dire de retrouver notre indépendance. C'est comme ça que le pays est né dans un contexte de guerre. Maintenant, ce chaos qu'il y avait dans l'autre partie de la Somalie a éclipsé la naissance de la Somaliland. Et la Somalie, qui était déjà en crise avec des milices, avec une guerre civile, n'était pas en mesure de combattre cette partie du pays qui décidait de prendre son indépendance. Donc ils ont pris leur indépendance dans un moment où ce qu'on appelle Somalie aujourd'hui et qui dénonce cette attitude d'Israël n'était pas du tout en mesure de contester militairement en particulier cette indépendance. Et 34 ans plus tard, pourquoi la reconnaissance de ce territoire par Israël est-il aujourd'hui considéré comme un événement inédit et symboliquement fort? En fait, ici ça revient à d'abord un principe au niveau de l'Union africaine, mais un principe qui est plus ou moins respecté également à travers le monde, ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Si vous regardez ce qui se passe sur le continent africain, de façon générale, à chaque fois qu'il y a une rébellion, on le voit avec ce qui se passe en RDC. Dans toutes les déclarations, les gens sont catégoriques sur l'intégrité de la RDC. Il faut régler le problème, mais il faut le régler dans le cadre de l'intégrité de la RDC. Donc les gens considèrent qu'il y a un problème qui se pose par rapport à l'intégrité de la Somalie entière, pas de la Somalie sans le Somaliland. Et cette Somalie est déjà membre à part entière de l'Union africaine. Le Somaliland n'est pas membre de l'Union africaine. D'ailleurs, il y a très peu de pays, pour ne pas dire presque pas de pays, ayant reconnu le Somaliland comme étant un pays. Mais il est important que les gens comprennent que le Somaliland fonctionne comme un pays. On y organise des élections. Il y a un président de la République
il y a un parlement, il y a une constitution, il y a une armée, une police, une gendarmerie. Et une monnaie également. Voilà, il ne faudrait pas qu'on pense que c'est un groupe quelque part où les gens se sont regroupés. Ils sont en train de fonctionner comme un État. Mais puisqu'ils ne sont pas reconnus presque par la communauté internationale, on les oublie un peu. L'autre élément, à chaque fois qu'on parle de la Somalie, c'est plutôt les violences qui se déroulent de l'autre côté de la Somalie qui sont au devant de l'actualité, mais pas le Somaliland. Et quels pourraient être les intérêts stratégiques d'Israël derrière cette décision, je dirais, diplomatique? On peut y voir plusieurs choses. Peut-être Israël est en train de rendre l'ascenseur à l'Union africaine, aux pays africains, parce que dans son génocide au niveau de Gaza, Israël n'a pas eu véritablement de soutien sur le continent africain. D'ailleurs, on a l'initiative formidable de l'Afrique du Sud qui, si elle avait été suivie, on n'en serait pas là où nous sommes. Ils avaient très tôt vu qu'on allait vers un génocide. Ils avaient saisi des institutions internationales. Progressivement, plusieurs pays africains ont rejoint l'Afrique du Sud dans cette initiative. N'oublions pas qu'Israël est également en perte de vitesse sur le plan diplomatique à cause de ce même génocide au niveau de la Palestine. Puisque même certains parmi ses alliés incontournables, à un certain moment, ont été obligés de donner un coup de patte à Israël face à ce qui s'est déroulé au niveau de Gaza. Même des pays européens, même la France, vous avez vu, il y a eu la brouille à un certain moment entre Netanyahou et Emmanuel Macron, puisque diplomatiquement, Israël était en train complètement de perdre pied à cause du génocide au niveau de la Palestine. Donc c'est une façon pour eux également de dire, mais attendez, comme personne ne s'occupe de nous, mais on va aller voir les parias, les intouchables, nous on va les reconnaître et ça nous remet en scène. L'autre élément qui est plutôt cette fois un paradoxe, comment Israël qui refuse l'indépendance de la Palestine, qui est juste à côté, va reconnaître le Somaliland qui est quand même complètement sur l'autre continent, sur le continent africain. Mais ça montre encore une fois que quand on parle de diplomatie, quand on parle de relations internationales, bon, ceux qui croient à des pays amis, des pays partenaires, des relations historiques, c'est leur problème. Les gens ne regardent que leurs problèmes, que leurs intérêts plutôt. Les gens regardent le contexte, les gens regardent les circonstances, et c'est dans ça que les gens prennent des positions sur le plan diplomatique, quand ce n'est pas des questions de puissance, des intérêts géopolitiques, etc. Donc de l'amitié et autres, c'est vrai, après chaque rencontre, on fait un discours presque, un disque rayé, on parle de relations historiques, de relations amicales, etc. Mais la diplomatie, ce n'est pas ça, c'est la réalité sur le terrain également. Et en quoi cette reconnaissance en renforce-t-elle, selon vous, la quête de légitimité internationale du Somaliland? Mais vous avez vu les populations célébrer dans les rues du pays. Ça montre que ce pays est en quête de reconnaissance. Mais ils ont gagné quand même un très grand pas parce que nous sommes ici au Togo aujourd'hui en train de parler de Somaliland. Pourquoi? Parce qu'Israël les a reconnus. Donc on les a remis au devant de la scène présentement, ce qui est effectivement un acquis incontestable pour ce pays que l'on a tendance à oublier à cause de la guerre qui se trouve de l'autre côté de la Somalie. Donc ils ont un gain parce qu'il y a Israël qui les reconnaît, c'est un plus, mais ils ont un gain supplémentaire également parce qu'ils sont au devant de la scène aujourd'hui. Certainement, c'est une des raisons pour laquelle la Somalie est particulièrement fâchée. Puisque... Justement, et pourquoi le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud parle-t-il de menaces pour la stabilité de la Corne de l'Afrique? Est-ce que cette décision risque de raviver les tensions déjà existantes entre Mogadiscio et Hargeisa? Mais c'est très clair qu'il y a un risque qui est là. Puisque quand on parle de Somalie, regardez tout ce qui est autour également. Déjà, la Somalie, le président qui se plaint, mais son pays n'est pas dans la stabilité. C'est le pays où se trouve ce qu'on appelle les Shabab. De temps en temps, il y a des attentats au niveau de cette partie de la Somalie. On n'est pas loin du Kenya. D'ailleurs, les Kenyans, même en venant en soutien à la Somalie à un certain moment, ont reçu leur part de terrorisme quand on est allé s'en prendre, si on se rappelle, à des étudiants au niveau du campus universitaire, et plusieurs dizaines d'étudiants avaient été sauvagement tués à l'époque. Ça montre, comme on le dit de tout le temps, regarder le pays voisin, être en situation de déstabilisation, mais c'est prendre soi-même des risques.
Sans compter qu'ici, le Somaliland est parti, je dirais, dans des conditions plutôt, je ne dirais pas amicales, parce qu'ils ne se sont pas entendus, mais la Somalie avait tellement de problèmes à gérer qu'elle ne pouvait pas s'occuper du Somaliland. Mais dans la même zone, vous avez ce qu'on appelle le Puntland, puisqu'on est toujours dans la Somalie, qui n'est pas un État indépendant, mais qui se considère comme un État autonome. Mais si on laisse Somaliland, on reconnaît Somaliland, est-ce que Puntland aussi ne va pas se lever un jour pour avoir son président, son gouvernement, son armée, et la Somalie va donner naissance à 3 pays? Mais c'est quand même beaucoup. Et ça fait que les gens s'interrogent sur est-ce qu'il faut laisser ce processus-là continuer ou pas. L'autre élément, on est dans une zone qui n'est pas une zone de sécurité avec des pays enclavés. Il y a eu même des risques de crise entre la Somalie et certains de ces pays qui ont voulu passer par le Somaliland pour pouvoir accéder à la mer. Parce qu'on est au niveau de la Corne de l'Afrique. L'Éthiopie ou encore Djibouti. Tout à fait. Avec l'Éthiopie, il y a eu à un certain moment un problème parce que l'Éthiopie a voulu signer pour avoir un accès au niveau de cette mer Rouge avec le Somaliland. Eh bien, ça a posé problème. La Somalie a dit, mais finalement, attendez, vous parlez de quoi? Non, mais justement, d'où la question va se poser, quels sont les atouts principaux de ce territoire? Il y a la position géographique au niveau de la Corne de l'Afrique. Si vous regardez, c'est eux qui bordent la mer Rouge. Et tout le monde connaît que la mer Rouge est un espace de navigation qui est un espace important. Ça fait que même des pays qui ne sont pas de la zone, si vous avez proposé aux États-Unis, à la France, etc., à la Chine, d'avoir sur place des positions militaires, ces gens n'hésiteront pas pour assurer la sécurité de la navigation au niveau de la mer Rouge. Ça, c'est un élément. L'autre élément, pour un pays comme l'Éthiopie dont on parlait, mais c'est l'occasion pour avoir un débouché direct sur la mer. Sur la mer. Parce que l'Éthiopie ne demandait pas un droit de passage. Ce qu'ils demandaient, c'était beaucoup plus que ça. On allait leur donner une sorte de corridor qui leur permettait d'aller accéder à la mer carrément et on considérait parce que ce corridor faisait partie de l'Éthiopie. À l'époque également, la Somalie avait réagi de façon très violente en disant que ce n'est pas normal qu'on vienne faire passer des choses sur son territoire, parce que la Somalie considère que le Somaliland est toujours à l'intérieur. Bon, pour ceux qui connaissent Chine-Taïwan, en fait, c'est le même problème. La Chine considère que Taïwan fait partie de la Chine. Même si, de façon concrète, vous avez un gouvernement, vous avez un État là-bas, etc. Ici, ce n'est pas la même chose, avec les mêmes positions militaires, avec les mêmes positions de développement, mais ces deux pays, aujourd'hui, puisqu'il faut les appeler comme ça, sont frontaliers. L'un est reconnu à l'échelle internationale, l'autre n'est pratiquement pas reconnu. Et comment, justement, après cette reconnaissance, Tel Aviv justifie cette position sur le Somaliland? Pour dire vrai, Tel Aviv n'a pas donné de justification qu'on puisse appeler des justifications convaincantes. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, Israël, sur le plan diplomatique aujourd'hui, avec le génocide au niveau de Gaza, est dans une posture qui est extrêmement difficile. Vous voyez d'ailleurs que le président Trump, qui habituellement est le premier soutien d'Israël, s'est carrément désolidarisé par rapport à cela. Vous avez l'Union africaine qui a condamné, vous avez l'IGAD, qui est l'organisation régionale qui est là-bas, qui a condamné, vous avez la Ligue arabe qui a condamné, vous avez, comme on le voit de plus en plus, un groupe de pays du Moyen-Orient et des pays africains, 25, qui ont également condamné et qui vont loin parce qu'ils demandent à Israël de revenir sur la reconnaissance. C'est-à-dire ils ne veulent pas qu'on laisse continuer cela parce que tous ces gens préfèrent que le Somaliland reste encore dans cette obscurité qui fait que souvent, quand on parle de Somaliland, sauf qu'Israël les a remis au goût du jour, si on avait demandé à plein de gens où se trouve le pays, très peu de gens vont pouvoir le situer. Mais cette reconnaissance change-t-elle la position du Somaliland dans les débats internationaux sur le droit à l'autodétermination? Mais bien sûr. D'un point de vue diplomatique, rappelez-vous les accords d'Abraham. Quand Trump a réussi à amener certains pays à revenir vers une négociation avec Israël, c'était du donnant. Avec le Soudan, on a levé les sanctions. Avec le Maroc, on a reconnu que le Sahara occidental fait partie du Maroc, etc. Ici, je ne sais pas qu'est-ce que exactement le Somaliland donne en retour, mais le minimum à voir les populations manifester,
c'est qu'ils seront prêts à reconnaître Israël, ils seront prêts à ouvrir une ambassade et certainement même à Jérusalem, là où Israël veut qu'on ouvre de plus en plus les ambassades pour occuper cette partie du territoire qui appartient à la Palestine, si on s'en tient au plan de partage de 1947. Donc ce n'est jamais une action où c'est de la gentillesse d'Israël ou de la gentillesse du Somaliland. Il y a un intérêt partagé entre les deux pays qui explique cette reconnaissance des relations par Israël. Et quelle analyse faites-vous de ce sujet, surtout au moment où on parle d'unité et d'intégration sur le continent? Moi, ma position est très claire. Il ne faut plus accepter qu'on crée un État sur le continent africain. Je l'ai toujours dit, je suis contre la République arabe sahraoui démocratique. Je suis contre une république au niveau de l'Azawad. Je suis contre l'Ambazonie au niveau du Cameroun, du Nigeria. J'ai été foncièrement contre la création du Sud-Soudan à l'époque, etc. Mais on ne peut pas dire que nous voulons une Union africaine. Nous ne pouvons pas dire nous avons trop de pays. Nos pays sont trop petits en population, en économie, en superficie. Et on se met encore à diviser ces pays pour dire que nous allons vers l'Union africaine. Mais on va rendre l'Union africaine encore beaucoup plus compliquée. Parce que quand un pays se divise, généralement, il y a une sorte de conflit qui naît entre les deux pays qui naissent. Mais si vous voulez les mettre les deux à l'intérieur de l'Union africaine, qu'on se rappelle au temps de l'organisation de l'Union africaine, c'est ça qui avait fait que le Maroc avait décidé de quitter l'OUA quand on a voulu accepter la République arabe sahraoui démocratique comme membre, même observateur au niveau de l'Union africaine. Le Maroc n'en voulait pas. Mais ça ne rapproche pas les États, ça ne nous rapproche pas de l'Union africaine. La deuxième chose, le monde actuel, on est à l'ère des grands ensembles. C'est-à-dire mettre nos économies ensemble, mettre notre diplomatie ensemble, mettre même nos aspects militaires ensemble pour peser encore plus. Mais si on se met à subdiviser, c'est que tout le monde est d'accord que ça ne pèse pas grand-chose, mais ça pèsera quoi? Donc pour moi, c'est aller à contre-courant de l'unité africaine que de créer encore des États sur le continent africain. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage sur New World Info.